France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos. La bonne humeur est un choix, un effort conscient pour voir le positif dans notre vie, sauf quand on est déprimé bien sûr. Mais si c'était la meilleure nouvelle de ce début d'année, et oui, au même titre que la santé psychique, la santé psychologique s'entretient. On a donc le pouvoir d'influer dessus parce que nous possédons tous à notre portée des petits stimulants naturels, notre mode de vie, notre manière de penser, mais également notre manière de vivre avec notre cerveau. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez qu'être de bonne humeur est bon pour notre santé physique. Mais est-ce que nous pouvons tous être de bonne humeur, quelle que soit notre nature et les événements de la vie? Quels sont les conseils à suivre? Est-ce que cela conduit au bonheur? En tout cas, pour nous Français, il y a urgence, parce que selon le dernier sondage sur le bonheur dans le monde, parrainé par l'ONU et publié le 20 mars dernier, notre pays arrive seulement à la 27e position du classement sur 143 nations, donc très très loin derrière les heureux gagnants, nos voisins finlandais. La bonne humeur, le bonheur et la santé, on en parle avec un homme dont le visage est marqué par son sourire, le professeur Michel Lejoyeux. Michel Lejoyeux, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service de psychiatrie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences à Paris. Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie et de psychologie à l'université Paris-Cité. C'est bon, j'ai tout dit? Tout dit, oui. Mais je dirais aussi que vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont plusieurs consacrés à la bonne humeur. Je cite Les 4 saisons de la bonne humeur chez Lattès et livre de poche, Oh bonne santé avec Montaigne chez Robert Laffont et livre de poche. Et le dernier, c'est L'aventure de la bonne humeur, le livre qui apprend à être heureux chez Robert Laffont. On va en parler dans un instant, comme de votre sourire que j'évoquais parce que c'est important. Mais une question pour commencer. Ces dernières années, vous traitez donc beaucoup de la bonne humeur dans vos livres. Vous êtes psychiatre, vous voyez des patients très malades. C'est pas un peu léger comme sujet de prédilection? Non, parce que c'est quand même aussi une manière de parler de l'absence de bonne humeur, qui est une maladie, qui est la dépression. Et au fond, parler de l'humeur, c'est parler de ce qu'on a dans la tête, c'est parler de ses émotions. Donc je crois que c'est vraiment une manière de déstigmatiser tout ce qui est dans le champ du mental. Vous savez, ceux qui disent « je n'ai pas d'humeur », moi je ne suis jamais ni de bonne ou de mauvaise humeur, m'inquiète beaucoup. Tout autant que ceux qui disent « je suis en permanence de bonne humeur », ce qui me paraît un état hautement pathologique. Alors, votre dernier livre, donc L'aventure de la bonne humeur, le livre qui apprend à être heureux, est centré autour d'une pianiste, Maria Gari, qui passe de l'euphorie à l'accablement au gré des morceaux qu'elle interprète. Pourquoi une pianiste? Et j'imagine que c'est un peu un mélange de vos patients, cette femme? Alors c'est un mélange des patients. La pianiste, ça permet de parler de deux choses qui sont déterminantes dans l'humeur. Le rythme, parce que quand on est de bonne humeur, on va un peu plus vite et on s'aperçoit que quand on est triste, on est ralenti. Il y a beaucoup d'éléments physiologiques qui font que la tristesse ralentit et la bonne humeur accélère. Et puis l'autre chose, c'est que la musique, c'est un peu un réceptacle à émotion. On ne va pas écouter, faire de la musique sans émotion. Donc c'est comme si au fond c'était une sorte d'amplificateur d'émotions que cette musicienne. Puis c'était pour moi une manière de vraiment me remotiver pour reparler de psychologie autrement que sur un mode, j'allais dire, professoral, avec ce que vous avez dit tout à l'heure de très sérieux. On reparlera musique tout à l'heure. Mais en fait, cette pianiste, il faut le comprendre, incarne le lecteur. Elle incarne le lecteur, elle incarne au fond... Elle a plein de doutes. Moi, je trouve toujours très rassurant. Vous savez, c'était Alain qui disait « Heureux ceux qui doutent, hein, ils trouvent la vérité ». Elle n'est pas bardée de certitudes. Ce livre non plus n'est pas bardé de certitudes. C'est une aventure, c'est comme ces livres, quand on était gamin, ces aventures dont vous êtes le héros. Ah oui, j'adorais ça, moi. On a le droit de sauter certains chapitres. Si certains chapitres sur la biologie du cerveau ne vous intéressent pas, on les saute. Donc, plein d'hésitations. Pas un guide qui va tout le monde, qui va rendre heureux tout le monde, mais voilà, cette hésitation-là, elle est inhérente aussi à l'activité musicale. Et je précise qu'à la fin du livre, il y a 2 questionnaires qui permettent de comprendre son humeur et de construire un peu des programmes pour se sentir bien. Alors avant de parler de ces programmes, justement, parlons de ces concepts ou de ces états que sont la bonne humeur, le bonheur, pour comprendre les conseils que vous allez nous donner. Comment on définit la bonne humeur et en quoi ça diffère du bonheur ? Alors déjà, le bonheur, c'est pas un concept médical. Hein. C'est peut-être il y a d'autres spécialistes qui parlent sur cette antenne de manière très savante du bonheur. Vous savez, la santé déjà, c'est difficile à définir en médecine. Hein, les médecins définissent beaucoup plus les maladies. On vient rarement me voir en me disant je viens vous voir parce que je cherche le bonheur ou parce que je vais bien. Ou parce que je vais bien. Je leur dis vous êtes peut-être trompé de consultation. Vous voyez, le bonheur, il y a quelques phrases qui disent on l'entend avec le bruit qu'il fait en partant. Hein,
hein. Moi, je prends le pari de dire qu'on peut aussi le faire rentrer un peu. Moi, j'aime bien cette définition, même si le personnage est maintenant controversé, de René le Riche, qui disait la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Ben, peut-être que Oui, la bonne humeur, c'est la vie c'est joli. dans le silence des émotions. C'est-à-dire que quand on n'est pas trop gêné par des accès de tristesse. Et René le Riche continue en disant la maladie, c'est ce qui gêne les femmes et les hommes dans leur exercice quotidien. Donc quand on n'est pas trop empêtré avec ses émotions, qu'on en a, ben, on peut peut-être dire qu'on va bien. Vous voyez, moi, mes objectifs sont simples. Pas être déprimé, pas être trop anxieux, pas être trop morose. Ça me va bien comme bonheur, C'est quoi. quand même des gros objectifs, hein. Alors le bonheur a ses hormones, on n'en a pas moins de 4. Juste quelques mots dessus, parce que non pas que ça soit pas intéressant, hein, mais on a vraiment envie d'entendre vos conseils. C'est quoi ces hormones? Alors, il y en a une qui est objective, qui est vraiment validée, c'est l'adrénaline, Mhm. hein, qui est une molécule, alors hormone ou neuromédiateur, en tout cas, qui est quelque chose qui est une molécule de défense. Vous êtes attaqué, vous augmentez la fréquence de votre cœur, vous augmentez votre respiration, vous diminuez votre risque de coagulation, donc vous êtes au mieux pour vous défendre. Donc c'est une hormone utile. Mhm. Si elle est tout le temps élevée, elle finit par détruire votre corps et détruire vos émotions. Donc celle-là, elle est indiscutable. Les autres, on parle beaucoup de sérotonine, on parle beaucoup de dopamine Et d'ocytocine. et de cytocine, on adorerait l'idée, mais rappelez-vous qu'aucun de ces dosages ne sert à rien. Dans la pratique, je n'ai jamais dosé de toute ma carrière de psychiatre, ni la sérotonine, ni la dopamine, et malheureusement pour moi, ça fait quand même un certain temps que je fais de la psychiatrie. Il y a une autre molécule probablement plus intéressante, qui sont les endorphines. Celle-là, objectivement, augmente quand on fait de l'activité physique. Donc il y a un vrai lien Mhm. entre diminution du ressenti de la douleur et activité physique. Avec une jolie étude récente israélienne qui a proposé à des volontaires de courir et de mettre leurs mains dans l'eau glacée. Eh ben, ils peuvent garder les mains plus longtemps dans l'eau glacée après avoir couru. J'aime beaucoup ce genre d'expérience. Et quand on leur donne des bloqueurs des endorphines, eh ben, ils ressortent les mains de l'eau glacée. Voilà, on n'a pas beaucoup mieux aujourd'hui sur les hormones du bonheur. Alors vous le dites, hein, la bonne humeur n'est pas innée, et vous ajoutez, si on ne fait rien, on est naturellement pessimiste. Alors tout ça n'est quand même pas très engageant, sachant que pour beaucoup quand même, le contexte actuel marqué par les conflits, par le dérèglement climatique, n'est pas tout à fait propice au bonheur. Donc à la base, tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné. Vous savez, il y a un grand ancêtre de la psychologie ou de la psychiatrie, qui est le philosophe Alain, qui a vraiment dit une phrase indépassable. Le pessimisme est de nature. Vous prenez la vie, vous prenez notre existence qui a une fin, vous prenez toutes les catastrophes individuelles, collectives. Si avec ça vous êtes optimiste, ça marche pas. L'optimisme est de combat. Donc il y a des petits combats qui peuvent nous rendre optimistes malgré une nature pessimiste. Celui qui dirait que l'existence humaine n'incite qu'à l'optimisme serait un tout petit peu à côté de la plaque, me semble-t-il. Alors ce que je préfère, c'est effectivement quand vous dites que la particularité de ces hormones du bien-être, c'est qu'elles sont à notre portée, qu'on peut par son comportement et son hygiène de vie stimuler leur production. On voit tout de suite comment. Carnet de santé consacré à la bonne humeur, un état que l'on doit cultiver au quotidien et que l'on peut muscler en augmentant la production de nos hormones du bonheur. Pour en parler, le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre addictologue. On commence par notre hygiène de vie, si importante pour notre santé physique, ça on le sait, mais excellente pour notre santé psychologique. Et on va essayer de comprendre comment l'alimentation peut être un facteur de bonne humeur. Déjà, ça passe par notre fameux microbiote, ça? Alors vous savez, quand on est dans la causalité en médecine, il faut être très prudent et très modeste, hein. Mes collègues d'autres disciplines le sont. Ce qui est le plus fiable aujourd'hui, c'est quand même un certain nombre d'études qui regardent les habitudes alimentaires de population et qui corrèlent ces habitudes alimentaires à des fréquences d'anxiété et de dépression. Donc on a des corrélations, on n'a pas de causalité. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'alimentation joue sur notre humeur. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai aucun aliment à vous indiquer ce matin qui va vous faire sauter de bonheur parce que vous le prenez. Non, oui. Il y a quelques données quand même Oui. sur les styles alimentaires, hein, et vraiment, c'est pas un aliment qui augmenterait de manière Trop magique facile. une molécule. Et ne prenez pas tel complément alimentaire censé vous augmenter je ne sais quelle sérotonine ou dopamine. Par contre, quelques données amusantes. Ceux qui prennent des aliments frais, c'est-à-dire des repas qui font eux-mêmes tous les jours, vont mieux que ceux qui mangent des restes. Probablement que le fait de se faire réchauffer des restes, avec des facteurs à la fois psychologiques et biologiques, de se faire tous les jours quelque chose fait du bien. Une autre chose, c'est le contexte, hein. C'est pas uniquement la biologie de l'aliment. Être capable, une fois par jour,
devant une tasse de thé, devant une boisson chaude, d'avoir ce qu'on appelle une concentration sur l'instant présent va aussi faire du bien. Donc c'est l'aliment, ça peut être aussi le carré de chocolat en pleine conscience. À moi, 2 par jour. Hein. 2 par jour. 2 par jour, quoi Boîte qu'il arrive. ou carré? Carré, Carré, noir, carré oui. noir, quoi qu'il arrive. Voilà, mais vous voyez bien qu'ils sont d'autant meilleurs que vous les mangez lentement et en pleine conscience. Donc là aussi, les nutriments et bien évidemment la manière dont on va ingérer sa nourriture. Bon, donc les cornichons, les yaourts, la choucroute, finalement, c'est pas intéressant? Si, Ah. tout est intéressant. Il y en a tellement que tout est intéressant. Effectivement, les aliments fermentés sont retrouvés plus fréquemment dans les populations moins déprimées. Mais en même temps, on regarde notre alimentation, mais on est prudent quant aux causalités. Il n'y a pas un steak qui va déprimer et une choucroute qui va vous rendre euphorique. Si on fait cette offre-là, évidemment, elle sera fausse. Vous évoquiez le thé, c'est vraiment le thé vert ou on peut prendre n'importe quel thé? Parce que vraiment, j'aime pas ça. Ah non, selon les pays, il y a des données scientifiques formidables là-dessus. Selon les pays qui font les études, le thé de production locale est le meilleur. Donc certaines défendent le thé noir parce que notamment ce sont des pays qui produisent du thé noir et d'autres du thé vert. Donc prenez C'est bon? l'un ou l'autre. Ah, merci. Vous savez, il y a une petite étude oui. amusante qu'ont fait les Italiens où ils ont fait manger à des Italiens des glaces. Et en mesurant leur niveau de sucre, ils ont fait changer le niveau de sucre et en leur faisant écouter de la musique en même temps. Plus vous écoutez une musique qui vous plaît, plus la glace que vous mangez vous paraît sucrée. Ah, Donc, il faut aussi intéressant, que ça. l'aliment que vous allez manger vous fasse plaisir. Si vraiment vous détestez le thé vert, aucun doute, vous prenez du thé noir. vous parliez de sucre quand même, sucrerie, alcool, junk food. C'est moyen pour être de bonne humeur? C'est pas Alors, forcément recommandé? Tout n'est pas sur le même niveau. Sucrerie et junk food, c'est corrélé effectivement à plus d'états dépressifs. Alcool, c'est une catastrophe. Ah ouais, carrément. L'alcool est vraiment l'exemple du faux ami. On commence le Dry January, donc je me rappelle que j'ai présidé la Société française d'alcoolologie. L'alcool, c'est un faux ami. Le verre d'alcool vous rend heureux. La consommation d'alcool multiplie par 5 le risque et de dépression et de suicide. Donc l'alcool est un puissant dépressogène. Là, on a des études indiscutables. Quand on arrête l'alcool, on est de meilleure humeur. Alors maintenant qu'on sait quoi manger, comment bouger? Et déjà, est-ce que bouger, c'est vraiment indispensable à notre bonne humeur? Et c'est absolument indispensable. Une des choses qui pourrait faire qu'on va moins bien l'hiver, en plus de l'absence de luminosité, c'est la sédentarité. Vous savez, la psychologie moderne, c'est moins je me tiens la tête entre les mains en me demandant comment je vais, mais je me mets à bouger et en bougeant, déjà c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour l'impression de bien-être. Une étude montre que le fait de marcher 6 minutes rapidement, ça peut se faire un samedi matin, ça on marche 6 minutes rapidement, même s'il fait froid, on augmente de 30% son niveau de bien-être. Donc objectivement, l'héroïne de mon livre cherche des verbes Oui. qui vont la rendre heureuse. Le premier verbe qui rend heureux, c'est bouger, avec probablement aussi, moi je me méfie toujours des causalités biologiques, mais probablement aussi un effet sur les endorphines. Et puis, si on veut protéger son cerveau de l'Alzheimer, augmenter ses capacités cognitives, moi je crois qu'il vaut mieux bouger plutôt que de s'imposer des exercices qui tyrannisent les neurones. Clairement aujourd'hui, et les gériatres le montrent bien, l'activité physique va aussi être un protecteur du cerveau. Alors, d'accord, je suis d'accord pour l'activité physique, mais honnêtement, en hiver, lire au coin du feu dans le canapé, c'est quand même bien agréable. On a effectivement tendance à ne pas trop bouger. Est-ce qu'on peut faire ces exercices chez soi ou c'est quand même mieux de sortir pour aller les faire? Alors, ce qui est mieux, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Si vous ne sortez pas, faites-les chez vous. Si vous pouvez sortir, vous sortez. C'est aussi une chose qu'on apprend en psychologie comportementale. Les objectifs qu'on se fixe doivent être réalistes. Si vous vous fixez de courir en short alors qu'il fait -5 et que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, l'objectif, on se le fixe à sa portée. L'idéal est de courir à l'extérieur, notamment par rapport à toute la stimulation visuelle qu'on peut avoir avec du vert et du bleu. Mais sinon, on le fait chez soi. Là encore, très difficile de dire quelle quantité d'exercice, mais quelques études montrent que 3 séances d'activité physique de 30 minutes par semaine font du bien. C'est déjà une activité assez soutenue. Vous êtes très aimable.
C'est parce que je trouve c'est pas énorme, c'est gentil. Non, mais alors, étonnamment, un protocole vient de comparer l'effet des antidépresseurs à celui de 3 séances d'activité physique par semaine, et les résultats sont à peu près comparables. Dans une bonne étude, avec une bonne méthode, surtout pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes sous antidépresseurs, vous ne les arrêtez pas, vous ne remplacez pas ça par de la course à pied, mais clairement, on a un effet de potentialisation sur l'humeur de l'activité physique. Bon, quand vous dites qu'on voit du vert et du bleu, vous êtes quand même optimiste. Mais bon, à l'alimentation, à l'exercice, on ajoute le sommeil, lui aussi, est important sur notre bonne humeur. Le sommeil, oui, et surtout l'absence de sommeil, les dérèglements du sommeil, les dérèglements des rythmes veille-sommeil sont des facteurs pour le coup d'anxiété, de fatigue et de mauvaise santé en général. Oui, bien sûr. Alors, une bonne hygiène de vie, ça y est, on l'a adopté grâce à vos conseils, mais on peut aller nettement plus loin et justement, on va revenir sur le sourire. Aujourd'hui, Carnet de santé, on vous donne des conseils pour développer votre bonne humeur, un état indispensable à votre santé physique et psychique. Pour en parler, le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre addictologue. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Grégory Wallon et à la vidéo Clara Galivelle. Alors, je parlais sourire. Alors, c'est vrai que quand je pense à vous, je pense pas à vous toute la vie. Ne vous inquiétez pas, je ne vous harcèle pas. Ce sera avec plaisir. Écoutez, moi, je pense à vous tout le temps, donc je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, je vois d'abord votre sourire. Est-ce que c'est un élément clé de notre bonne humeur? Et si oui, est-ce qu'il faut se forcer à sourire déjà quand c'est pas sa nature ou qu'on n'en a pas envie? Je crois qu'il ne faut pas se forcer à sourire, mais il ne faut pas que le sourire intimide. Regardez les débats politiques de vos chers collègues des chaînes télévisées à temps plein. Si quelqu'un sourit, on le sort du plateau. Vous avez remarqué. Imaginez que quelqu'un dise quoi que ce soit de positif sur un des hommes politiques, quelqu'un qui est en charge des affaires. Immédiatement, c'est hérétique. On a une sorte aujourd'hui d'obligation d'air sinistre. Et peut-être que ça, il faut lutter contre. Et puis, moi, ce que je vois en thérapie, et c'est pour ça que je voulais raconter l'histoire d'une dame qui fait une thérapie un peu comme ça, même si elle est originale, c'est qu'au fond, c'est beaucoup plus intimidant d'entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose d'agréable, quelqu'un qui vous fait sourire, c'est beaucoup plus intimidant que de se faire un peu râler dessus. Il y a une sorte vous voyez, de conformisme du sarcasme dont on a le droit de sortir. Alors, on va plus loin, on sourit, on rit, mais on peut aussi pleurer et même on peut râler. Oui, on peut râler. Ce que j'aime bien dans le fait de râler, c'est que ça veut dire qu'on a gardé des envies. Quand on râle, c'est qu'on veut autre chose. Quand on veut autre chose, c'est qu'on veut. Et tant qu'on désire, on est de bonne humeur. Vous savez, j'avais identifié 4 E, qui sont les 4 E qui font la différence entre la morosité qu'on peut avoir en début d'année et la maladie dépressive. La perte d'envie. Donc quand on râle plus, quand on est complètement content de son sort, moi ça m'inquiète. Quand on n'a plus d'estime de soi, quand on se dit je mérite rien, là aussi ça m'inquiète. Quand en plus on n'a plus d'énergie et qu'on a des émotions tristes en permanence, on va immédiatement rencontrer un médecin et voir si on a besoin d'être aidé. Donc râler oui, par contre la colère est toujours toxique. On a toujours tort quand on est en colère, et quand quelqu'un en face de vous est en colère, on va attendre qu'il retombe, parce que de toute façon, la colère empêche de penser ou de raisonner. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. On va écouter Salia au micro de France Inter dans Le téléphone sonne. Question sur le bonheur et la recherche du bonheur. Écoutez-la. Au niveau de la famille, issue d'une famille très modeste, d'ouvriers, famille nombreuse. Donc, on ne peut pas dire que j'ai grandi dans l'aisance. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai cultivé au fil des années et dès l'enfance, c'est peut-être des choses autour qui m'ont vraiment apporté, qui m'ont aidé à m'en sortir et à être ce que je suis maintenant. Bon, à savoir la nature, la culture, la lecture, l'empathie, puis surtout le sens du partage, parce que j'ai l'impression, le métier que je fais, déjà, c'est un métier de partage. Déjà, je suis enseignante et peut-être une capacité à ne pas trop m'écouter, à me botter l'arrière-train, si je puis dire, et à toujours rebondir, même dans des situations très très difficiles. Et je crois que en essayant d'être optimiste et puis peut-être d'observer autour de soi tout ce qu'il y a, et surtout de se dire, moi je me dis toujours, il y a plus malheureux que moi. Beaucoup de choses que vous défendez. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va commencer par les arts et la musique. L'héroïne de votre dernier livre est pianiste. Les arts, c'est essentiel à notre humeur. On n'est pas tous artistes. On fait quoi si on n'est pas
pianiste, est-ce qu'écouter de la musique, c'est déjà un pas vers le bonheur? Oui, c'est absolument un pas vers le bonheur. Être capable de se concentrer sur une émotion artistique, que ce soit écouter de la musique, puis ceux qui n'aiment pas écouter de la musique préfèrent voir un film ou préfèrent lire un livre. Là encore, on suit ses inclinaisons. Vous savez, j'ai adoré quand Salia a dit « être ce que je suis ». Le bonheur, c'est adapté à nos valeurs. La phrase que j'ai mis en exergue, c'est qu'il ne faut pas envier le bonheur des autres, on n'en ferait rien. Le bonheur est toujours sur mesure. Donc si votre bonheur est d'écouter du hard rock, vous n'écoutez pas comme ici dans l'auditorium, les concerts d'orgue ou que sais-je, ou les concerts classiques, vraiment assumez vos goûts et allez dans le sens de vos goûts. Méfions-nous que sous couvert de bonheur, on vous impose pas je ne sais quelle musique censée vous détendre ou vous euphoriser. Oui, parce qu'il y a des études qui montraient qu'il y a une sonate très particulière de Mozart qui était vraiment la panacée pour la bonne humeur, et d'autres défendent le fait que même le heavy metal peut être bon pour le moral, qu'il faut écouter ce qu'on aimait. Ouais, mais moi j'adore tellement cette sonate de Mozart que j'ai très envie de la défendre aujourd'hui et d'obliger tout le monde à écouter Mozart, si vous voulez. Mais permettez-moi un petit moment de mauvaise foi. Voilà. Je pense qu'il faut écouter Mozart. Et c'est vrai qu'à une époque, les enfants chinois, du coup, étaient élevés avec cette sonate-là, en se disant qu'ils seraient plus heureux avec. Oui, il y a des études, mais je pense qu'il y a quand même une espèce de magie émotionnelle, on ne va pas partir là-dedans, chez Mozart, qui quand même fait que de temps en temps, il faut y retourner. D'accord. Je vous laisse cette mauvaise foi, très bien. La peinture, même si là aussi on ne peint pas, on va voir des toiles, mais attention, vous le dites pas n'importe comment, vous recommandez de vivre face à une toile une séance de fixation sur le temps présent. C'est quoi ça? Oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la bonne musique, c'est pas la musique d'ascenseur. La bonne peinture, c'est... contents ceux qui ont créé la musique d'ascenseur. Oui. Mais celle-là, elle occupe simplement le temps. La bonne peinture sont pas des images qu'on feuillette sur Internet. C'est vraiment prendre le temps de rentrer dans la scène, de se laisser pénétrer de toutes les sensations. Et on a un double effet. Il y a l'effet de la stimulation esthétique, et puis on apprend ce que j'appelle zoomer, c'est-à-dire la fixation sur l'instant présent. Ça, vous savez, c'est objectif. Celles et ceux qui sont capables de se fixer sur une expérience, comme vous sur le chocolat, vous voyez, vous allez... Oui, c'est vrai, c'est une sorte de fixation. et qui vous permet d'ailleurs de ne pas finir la tablette. Ah mais non, pas du tout, j'ai aucune envie de finir la tablette, c'est 2 par jour. Voilà, parce que vous avez réussi à avoir une plénitude de sensations sur un carré, et du coup, là, on est en consultation. Hein, vous avez remarqué, mais j'ai bien remarqué, je sors mon carnet de chèques pour la fin de l'émission. Donc, un carré va suffire, et on va passer d'une espèce de consommation compulsive, comme par exemple, on peut l'avoir en ligne, à une consommation de l'instant présent, fixé, zoomé sur l'instant présent. Et ça, c'est une grande aptitude, je dirais, à la fois au bonheur et puis à la résistance aux événements stressants que malheureusement chacun de nous traverse. Et cette musique, cette peinture, il faut faire ça régulièrement quand même, il faut entretenir cela? Ah oui, je crois qu'on peut. Je pense que l'idée d'un rendez-vous avec soi, un petit rendez-vous avec soi tous les jours est bien. Et puis, j'incite aussi beaucoup à sanctuariser quelques moments intimes. C'est-à-dire que quand on est avec ses proches, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, on a le droit de débrancher son portable. On a le droit de ne pas répondre à l'Internet. Si là, tout de suite, vous répondez à votre téléphone, vous voyez, ça va paraître étrange. On va se demander pourquoi vous y répondez. Même si c'est un de mes petits-enfants qui m'appelle. Ouais, vous allez voir, je suis sûr que vous l'avez coupé pour l'instant. Et moi, les miens, alors je ne répondrai pas. Mais en tout cas, on va être capable de sanctuariser les temps et de les séquencer. Donc, un petit temps de musique en pleine conscience. Autre conseil et en plus je voulais dire qu'en plus quand on va dans les musées on marche et que le bénéfice donc est double, c'est toujours très intéressant. Des conseils que j'adore, faire des câlins, créer du lien social et pratiquer la gratitude, ça aussi c'est très bon pour notre humeur à nous. Oui, la gratitude, la capacité à dire merci. Et là encore, la capacité à recevoir un compliment. C'est très, très intimidant de recevoir un compliment. C'est beaucoup plus facile de se faire dire des choses désagréables. On les écoute pas et on a des tas de façons de les annuler. Moi, je propose dans le livre un exercice de gratitude sympathique qui est d'écrire une lettre de gratitude à la personne qui partage votre vie, à quelqu'un de très proche, à un ami. Vous allez l'inviter à dîner et vous allez écrire sur une page 3 motifs de gratitude et vous lui offrez la lettre. Et
il y a deux bénéfices. Un, pendant un certain temps, vous ne vous dites pas contre qui je vais râler et qu'est-ce que je vais reprocher à un tel ou un tel, mais au contraire, qui vais-je remercier? Et vous rentrez dans un nouveau modèle de communication qui est une communication où on exprime plutôt des choses positives que négatives. Et on a toujours des motifs de gratitude. Justement, dans cet esprit-là aussi, vous dites que c'est bien de faire l'inventaire des réussites plutôt que de ce qu'on a pu rater dans la vie. Bien sûr, parce que notre cerveau est programmé pour se souvenir des échecs. Prenez vos dernières vacances, il y a bien eu un petit truc qui n'a pas marché, vous vous en souvenez la fois où les valises ne sont pas arrivées. Ah, ça, je suis spécialiste de ça. Ouais, vous vous en souvenez. Oui, oui, très bien. Vous êtes capable de vous souvenir de chacun des aéroports où vous avez perdu vos valises. Alors que tous les aéroports où vous avez récupéré vos valises, vous ne vous en souvenez pas. Donc, vous voyez, on a une capacité à fixer davantage, c'est comme ça, on est programmé comme ça, le négatif que le positif. Toujours la même histoire, pessimisme de nature, optimisme de combat. Donc on peut antagoniser cette tendance naturelle en essayant aussi de se souvenir des bons moments. La fixation sur un moment présent, je vois très bien. Est-ce que la méditation en plus, c'est quelque chose qui est très tendance, c'est vraiment utile? Ou est-ce que ce que vous nous avez dit, effectivement, sur fixer longuement une toile, c'est un peu de la méditation finalement? Alors moi, ce que je propose là, c'est de la méditation en amateur. Soit vous avez envie de faire de la méditation en professionnel et vous en faites, mais c'est vraiment un vrai investissement. Mais même celles et ceux qui ne sont pas complètement investis dans la méditation doivent faire un petit rendez-vous avec eux-mêmes, qui est une sorte de protection de soi, quand bien même vous ne voudriez pas faire complètement une technique de méditation. Vous avez une recommandation tout à fait étonnante pour les auditrices, hein, désolé messieurs, c'est d'aller enlever le miroir grossissant dans la salle de bain. Oui, non, celui-là n'est pas possible. Celui-là est pas possible, sauf à faire travailler les dermatologues. Mais effectivement, on a à la fois le miroir grossissant réel dans la salle de bain, et puis on a notre miroir grossissant mental qui va avoir tendance à augmenter tous les défauts. C'est une étude de psychologie récente allemande qui a demandé à des Allemands de dire tout ce qu'ils pensaient de bien de leurs voisins, donner des adjectifs, et puis après de dire tout ce qu'ils pensaient de mal de leurs voisins. Et ben, le nombre d'adjectifs négatifs qu'on trouve est sensiblement plus élevé que le nombre d'adjectifs positifs. Donc vous allez beaucoup plus facilement trouver des raisons de dire du mal, alors de votre voisin ou de quelqu'un d'autre, que du bien. Donc notre tendance est de grossir pareil les défauts, donc on n'a pas besoin de l'aggraver. Vous qui êtes optimiste, vous pensez quoi de cette étude que j'ai citée, où on est quand même tellement mal placé sur l'échelle du bonheur parmi nos voisins? On est quand même... c'est parce qu'on est des râleurs ou quoi? Alors, les études, quand on les regarde de près, sont étonnantes. Les Français, quand on leur demande comment sont les Français, ils vous disent de la pire des manières, on est le peuple le plus désespéré. Et quand on leur dit, et vous, comment ça va? Ils disent, bah, moi, plutôt pas si mal. Donc, il y a une espèce de valeur collective de se dire qu'on est catastrophique. Et le Français lui-même, pour ce qu'il est, quand il parle de sa famille, quand il parle de son travail, quand il parle de ses valeurs, va finalement pas si mal, quoi. Mais il y a une sorte de honte à dire qu'il va bien, parce que socialement, ça ne peut pas se dire, ça. Si vous reprenez un peu les dernières années de votre carrière, vous trouvez que vos patients vont comment? Mieux, moins bien? Avec tout ce que je disais, effectivement, des tendances extérieures. Je trouve qu'ils vont beaucoup plus mal. Je trouve qu'ils vont beaucoup plus mal, et notamment ils vont beaucoup plus mal parce qu'ils nous arrivent beaucoup plus mal. Je suis frappé aujourd'hui par le niveau d'intensité de souffrance et de symptômes, notamment des jeunes qui arrivent suicidaires, découragés de la vie. Si vous voulez, maintenant, on me demande plus Avant, on me demandait des adresses de psychothérapeutes et j'en donnais. La dernière fois qu'on m'a demandé une adresse de psychothérapeute, c'est il y a bien longtemps. Aujourd'hui, j'ai des gens qui arrivent totalement désespérés, comme si, au fond, quand la maladie mentale atteignait quelqu'un, elle était beaucoup plus foudroyante, beaucoup plus radicale. Est-ce que c'est un effet Covid? Moi, je ne veux pas me lancer dans des explications sociologiques. Vous voyez, par exemple, aux urgences, j'ai des données objectives dans les services d'urgence où je travaille. Avant, on avait 1 ou 2 personnes arrivant aux urgences sur 10 qui requéraient une hospitalisation. Aujourd'hui, on est à 6 à 7 sur 10 qui ont besoin d'être hospitalisés. Donc, le niveau de souffrance, de décrochage social personnel a augmenté.
Merci infiniment pour votre venue. Merci. Je rappelle votre dernier livre, L'aventure de la bonne humeur, le livre qui apprend à être heureux, c'est chez Robert Laffont. Et puis évidemment, je voudrais vous souhaiter à tous, chers auditeurs, une excellente année 2025, remplie de bonne humeur et avec la meilleure santé possible.